Bienvenue, Younes Medouche. Merci, cher Rachid, pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Et puis, un plaisir de vous recevoir pour la première fois dans l'Info en Face Matin TV. Le plaisir est partagé et je vous félicite aussi pour la question, le sujet. Sur lequel on va revenir. Mais avant cela, je voudrais, Younes Medouche, vous présenter. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas éventuellement, je rappelle que vous êtes docteur en sciences, économie, auteur aussi, essentiellement, et ça va beaucoup nous intéresser d'ailleurs pour le débat d'aujourd'hui, d'une thèse en politique monétaire, que vous êtes également professeur-chercheur en économie financière à la faculté d'économie et de gestion de CNETRA, et également consultant en financement d'entreprise. La question du jour, pour ce débat du jour avec vous, l'Info en Face Matin TV, autour des enjeux monétaires, pourquoi la politique monétaire ne crée pas de croissance, et de croissance essentiellement économique? Et là-dessus, est-ce que cette question est posée telle qu'elle est posée? Est-ce qu'elle a du sens dans une conjoncture aujourd'hui où on est en quête de relais de croissance, parce qu'on n'a pas suffisamment de croissance et donc de création d'emplois pour satisfaire nos besoins et nos besoins réels? Parfait. Donc, comme je vous ai dit, je vous félicite déjà pour la question. Parce que votre question cache déjà une réponse. Vous ne m'avez pas dit, est-ce que la politique monétaire crée la croissance? Vous m'avez dit, pourquoi la politique monétaire ne crée pas de croissance? Donc, dans votre tête, vous savez très bien que vous avez la conviction que la politique monétaire au Maroc ne crée pas de croissance. Et justement, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est pourquoi elle ne crée pas de croissance. Est-ce qu'elle a vocation à créer la croissance? Parce qu'on voit à travers, aujourd'hui, la différentes politiques monétaires à travers le monde et les banques centrales qui les pilotent. Il y a celles et ceux qui, effectivement, considèrent qu'ils ont comme vocation, comme attribut et comme objectif initial de créer la croissance, en tout cas, contribuer fortement à créer la croissance. Certains considèrent que c'est d'abord la lutte contre l'inflation et surtout la stabilité du cadre macroéconomique. Donc on a l'impression qu'on est plutôt dans le deuxième scénario, deuxième schéma chez nous que dans le premier. Donc juste pour éclaircir un point avant de parler justement de l'objectif de la politique monétaire ou du mandat de la Banque centrale, déjà quand on parle de l'objectif de l'inflation, ça veut dire quand vous tâchez justement à contrôler l'inflation, à stabiliser les prix, vous participez indirectement à la croissance. Mais les banques centrales vont au-delà de ça. Ça veut dire certaines banques centrales travaillent non seulement sur l'objectif de la stabilité des prix, mais aussi sur l'objectif de l'emploi. Ça veut dire un objectif qui dépasse même la croissance économique. Alors, notre banque centrale, Banque Al-Maghrib. Alors, pour parler déjà de cet objectif, est-ce que la banque centrale doit ou ne doit pas s'occuper des problèmes de l'emploi, de la croissance? Pour répondre à cette question, il faut revenir déjà au mandat de la Banque centrale. Le mandat de Banque Al-Maghrib. Alors, le mandat de la Banque Al-Maghrib, où est-ce qu'on va le trouver? On va le trouver dans les statuts de Banque Al-Maghrib. Alors, dans les statuts de Banque Al-Maghrib, aujourd'hui, ça veut dire, le dernier statut, c'est celui de 2019. Dans les statuts de Banque Al-Maghrib, vous avez que la politique monétaire au Maroc doit s'occuper en premier lieu, ça veut dire son objectif principal, c'est la stabilité des prix. Si la Banque centrale, justement, peut atteindre cet objectif de stabilité des prix, après, comme objectif secondaire, elle peut justement contribuer à la relance économique, à l'emploi, etc. Cet objectif en lui-même pose problème. Non, on va y revenir. On est dans une séquence aujourd'hui, j'ai envie de dire, alors je ne sais pas si je prends des risques en disant ça, c'est vous qui me direz, post-inflationniste. Puisqu'aujourd'hui, selon les chiffres officiels, on devrait finir d'ailleurs l'année, parce qu'on est déjà le 2 décembre d'ailleurs aujourd'hui, autour de 1,2, 1,3, 1,4 points d'inflation, c'est-à-dire on est dans une séquence de désinflation, après avoir vécu le plus inflationniste, extrêmement brutale, extrêmement violente, d'ailleurs comme le rythme des taux qui ont augmenté ces 16 derniers mois, puisqu'on est passé de 1,5 à 3, puis à 2,75 en termes de taux directeur de taux d'intérêt. Oui. Est-ce que là-dessus, la Banque centrale a rempli sa mission, a atteint son objectif de désinflation? Est-ce que vous faites partie de ceux, enseignants-chercheurs que vous êtes, Younes Medouche, qui distribuent un bon point à la Banque centrale, parce que la désinflation, c'est la Banque centrale, et que voilà, c'est tout ce qui est impact sur la croissance économique, ce n'est pas de son ressort. Son premier ressort et son premier objectif était la désinflation. Alors, pour parler justement de cette question d'atteinte de l'objectif de la stabilité des prix, il faut se poser une autre question. Quelles sont les sources de l'inflation au Maroc? Est-ce que l'inflation au Maroc est monétaire? Ça veut dire, est-ce que c'est la politique monétaire marocaine, poursuivie par
Banque Marim, qui crée de l'inflation ou qui nous permet d'avoir ce processus de désinflation. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites et il y a même justement le gouverneur de la Banque centrale qui sort parfois, il nous dit qu'on sait très bien que l'inflation importée joue un rôle important dans justement le processus inflationniste au Maroc. Plusieurs études de chercheurs ont montré que l'inflation au Maroc n'est pas expliquée par la politique monétaire. L'inflation est importée. Nous avons une inflation par les coûts. Nous avons une inflation qui est importée et qui est encore plus inflationniste. Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle l'inflation qui est expliquée par l'inflation en T-1. Ça veut dire que vous avez des gens... Avec un effet différé d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que l'inflation d'aujourd'hui est expliquée par l'inflation d'hier. Donc, l'inflation aujourd'hui n'est pas monétaire. Donc, si l'inflation n'est pas monétaire, pourquoi... La Banque centrale ne peut pas apporter de réponse du coup, c'est ça que tu es en train de dire. On a besoin que la Banque centrale nous donne des éclaircissements là-dessus. On a besoin que la Banque centrale nous montre que c'est la politique monétaire qui a permis d'avoir justement ce processus désinflationniste. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Toutes les études montrent que ce n'est pas le cas. On a la chance et le privilège de vous avoir, vous, qui êtes, je rappelle, doctorant et qui avez produit une thèse en partagé. Politique monétaire. C'est celui, voilà, suite à cette poussée inflationniste, je vous rappelle, on a dépassé la barre des 10% l'an dernier en matière d'inflation. Aujourd'hui, c'est la désinflation. Nos concitoyens et concitoyens. Autour de 9, 10. 9, 10, on l'a eu à un moment 10, 10, 2. Voilà, se dire aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec quoi? Concrètement et de manière très schématique, une inflation à 1,2, 1,3, d'accord, qui c'est quasiment pratiquement le niveau avant Covid, valeur aujourd'hui, et après avoir connu des niveaux d'inflation, de 7, 8, 9 jusqu'à 10. Donc de désinflation. Vous dites l'inflation, elle est en partie ou en grande partie exogène, donc elle nous vient d'ailleurs, et avec un effet différé, mais nos concitoyens et concitoyennes, ils ont envie de comprendre en fait comment on arrive à passer de 10 à 1, ou 1, 2 ou 1, 3, compte tenu que globalement, quand on regarde les échanges commerciaux et les cycles, ils n'ont pas bougé. On continue toujours à importer ce qu'on importe et on continue à exporter toujours ce qu'on importe globalement, même s'il y a eu quelques variables. Vous avez répondu en partie à la question. Vous avez dit on importe toujours ce qu'on importait avant. Voilà. Ça veut dire que les prix des produits que les Marocains consomment sont expliqués surtout par les importations. Ça veut dire ce qui se passe surtout dans les pays partenaires du Maroc, ça veut dire les pays européens, va être reflété. C'est-à-dire le niveau des prix en Europe va être reflété sur le niveau des prix au Maroc. Donc, est-ce que c'est la Banque centrale la Banque centrale marocaine, qui va justement influer les prix des matières premières en Europe ou les prix de tous les autres produits en Europe? Donc, c'est pas possible. On peut pas. Donc on n'influence pas ces prix du moment que c'est exogène. Et si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on a la marge de manœuvre. On doit chercher, c'est ça la clé, on doit chercher à ce que l'inflation au Maroc soit monétaire. Parce que si elle n'est pas monétaire, ça veut dire que la Banque centrale peut encore continuer à injecter de la liquidité et justement relancer l'économie. Chose qui ne se fait pas. Ça veut dire, si on a des prix qui augmentent chez nos partenaires et que ça va être reflété au niveau local, la Banque centrale au Maroc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arrêter d'injecter de la liquidité et de permettre justement aux banques ou de les encourager à distribuer des crédits. Sauf que ce qui a été fait dernièrement, on verra d'ailleurs, il y a un conseil monétaire de la Banque centrale qui est prévu dans quelques jours. Donc, a priori, selon certains experts, beaucoup prononcé qu'un statu quo, on devrait rester sur un taux de 2,75, puisque la dernière sortie de la petite Jouari, il s'est montré extrêmement prudent, en disant voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer demain. Certains pronostiquent d'ailleurs un rebond de l'inflation dans les prochaines semaines ou les prochains mois, avec la politique des droits de douane que s'apprête à mettre en place Donald Trump, entre autres, et avec les impacts sur le marché européen. Mais là-dessus, lorsque le levier monétaire, c'est-à-dire le levier qui consiste à relever les taux, on le voit aujourd'hui sur les encours en matière de distribution justement de crédit, on est sur toujours une croissance sur un solde de plus 2, plus 3. Là-dessus, est-ce que pour vous ça joue un rôle ou pas en matière de désinflation, c'est-à-dire en décourageant
la consommation de crédit en freinant la consommation. Donc, comme je vous ai dit, l'inflation n'est pas monétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Banque centrale observe que le taux d'inflation a augmenté ou le niveau général des prix a augmenté, alors là, quand on va augmenter le taux directeur, alors l'objectif attendu par la Banque centrale, c'est quoi? C'est de faire baisser la demande agrégée. Comme ça, il y aura un ralentissement de la demande, ce qui va faire baisser par ricochet les prix, ou au moins stabiliser les prix. Le problème, c'est qu'au Maroc, ce lien n'existe pas. Est-ce que ça s'est établi? Vous qui avez fait une thèse de doctorat là-dessus, en matière de politique monétaire, est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent qu'il y a une décorrélation entre le taux, c'est-à-dire le coût de l'argent, le taux d'intérêt de la Banque centrale, ensuite qui est attribué aux banques commerciales, moi, je vais vous répondre. de cette politique, en fait, des prix? Parce que des fois, on se dit, voilà... Le problème, c'est que non seulement il n'y a pas de relation, mais il y a une relation qui n'est pas voulue, ou qui n'est pas... Il y a un objectif qui n'est pas voulu par la Banque centrale. Quand on augmente le taux directeur, on a l'objectif de stabiliser les prix. Ça veut dire de faire baisser l'inflation, d'avoir une désinflation. Le problème, c'est que avec le système bancaire actuel, le système bancaire marocain, quand vous augmentez le taux directeur au Maroc, alors est-ce que ça va faire baisser la demande agrégée ou bien ça va encore amplifier les choses? Ça veut dire ça va avoir un effet procyclique puisque l'augmentation du taux directeur va être reflétée par les banques au niveau des taux débiteurs, au niveau des taux des crédits. Qui sont pratiqués sur les marchés. Quand je parle des entreprises, les entreprises, pour elles, l'augmentation du taux des crédits bancaires, c'est quoi? Ça fait partie des charges, c'est une charge financière qui augmente. Alors, pour que l'entreprise marocaine puisse garder sa marge, elle doit faire quoi? Elle va faire augmenter les prix. Donc, si l'impact qui est voulu, qui est le fait de baisser la demande agrégée pour ensuite avoir un effet négatif sur l'inflation, s'il n'est pas atteint. Le problème, c'est que quand vous augmentez le taux directeur, vous allez encore amplifier l'inflation. Et le niveau général des prix va augmenter. Et on appelle ça, pour ceux qui nous regardent et qui veulent chercher sur ça, on cherche le price puzzle. Le price puzzle. Est-ce qu'aujourd'hui, valeur aujourd'hui, quand on est passé de 10 à 1,3 de taux d'inflation, valeur aujourd'hui, la consommation, il y a une érosion, mais elle est toujours, je crois que c'est 40% d'ailleurs du PIB, on est resté toujours dans les mêmes proportions. Les encours en matière de crédit, les encours globaux, on est à plus 2,5, plus 3. Donc solde positif, j'ai envie de dire là-dessus. Et la croissance, on est autour de 2,7, 2,8. Donc est-ce que valeur aujourd'hui, se dire, voilà, est-ce qu'il y a un alignement, en fait, entre politique monétaire, politique budgétaire portée par l'exécutif et la politique économique au niveau de la croissance? Vous savez, quand on a une inflation, maintenant nous sommes autour on ne dépasse même pas 2% d'inflation. On est à 1,4 officiellement. Exactement, 1,4, on va attendre les chiffres officiels. Oui. Alors maintenant, que va faire la Banque centrale? Donc la Banque centrale, puisqu'il n'y a pas de problème d'inflation, donc elle doit s'occuper, puisque dans les statuts, comme je l'ai dit, dans les statuts de la Banque centrale, si l'inflation, si le taux d'inflation est maîtrisé, on peut relancer, on peut participer, on peut contribuer à l'emploi et à la croissance. Maintenant, si on veut participer et on veut justement relancer l'économie, la politique monétaire au Maroc, telle qu'elle est conçue, ne peut pas relancer l'économie. Et qui va profiter d'une politique monétaire expansionniste au Maroc? Ce sont les banques. Excusez-moi de vous le dire. C'est-à-dire qu'après les politiques restrictives en matière de financement et au niveau bancaire, vous dites on va basculer ou rebasculer vers une politique monétaire beaucoup plus expansive, comme elle était avant et expansionniste? Exactement. Si le taux d'inflation, si on a des taux d'inflation anticipés, parce qu'il ne faut pas prendre en considération seulement l'historique, il faut également se projeter dans l'avenir. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait par plusieurs banques centrales. On anticipe toujours les taux d'inflation. Alors, si on anticipe des taux d'inflation stables, maîtrisés, bien sûr, la Banque centrale va bien évidemment pencher vers une politique monétaire restrictive. Excusez-moi de vous donner plus d'éclaircissement là-dessus. Le problème, c'est que quand on veut passer à une politique monétaire expansionniste, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons faire. Nous allons essayer, comme ce qu'on fait toujours, de faire baisser le taux directeur. Problème, c'est que
l'impact, je vais le discuter avec vous, l'impact ne sera pas assez important sur la relance de l'économie. Sur la croissance, c'est-à-dire que même si demain on rebaisse... Même si on passe à 1%. C'est ce qu'on a connu par le passé. Oui. Parce que je rappelle que sur les 15 dernières années, on voit bien qu'il n'y a pas de corrélation entre le niveau du taux directeur lorsqu'il était à 1, 1,5 et le niveau de croissance. C'est ça. Est-ce que quelque part, j'ai envie de vous dire, Younes Hamidou, je profite de votre présence, pour dire, est-ce qu'on va retrouver ce modèle-là? Justement, on va se retrouver avec une décorrélation entre le taux directeur qui sera pratiqué et le niveau de croissance et de création de richesse. Moi, je vais vous dire une chose. Pour parler de ce qu'on appelle la transmission de la politique monétaire à l'économie réelle, cette transmission se fait où? Ou se fait via quoi? Elle se fait via le système financier. Oui. Le système financier marocain aujourd'hui, on peut parler de 2 pôles. Donc vous avez le marché de capitaux, mais le marché de capitaux n'est pas développé. Donc la politique monétaire au Maroc aujourd'hui ne peut pas se transmettre à l'économie réelle via le marché des capitaux. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le système bancaire. OK, on peut discuter cette question, parce que c'est très important. Alors, quand on va baisser le taux directeur, qu'est-ce qui va se passer? On s'attend à quoi? Parce que baisse le taux directeur, c'est quoi? C'est le taux de refinancement. Permettez-moi, monsieur. Tout à fait, bien sûr, monsieur. Allez-y. Rachid. Baisse du taux directeur. C'est que les banques commerciales vont profiter d'une baisse du coût de refinancement baisse du coût de refinancement sur le marché interbancaire. Avec l'espoir Bien évidemment, baisse aussi on s'attend à quoi? La Banque centrale s'attend à quoi? S'attend à ce que ces banques reflètent ou répercutent cette baisse du taux directeur sur les taux des crédits bancaires, aux particuliers et aux entreprises. Le problème, c'est que les banques vont peut-être faire baisser les taux débiteurs, mais pas de l'intensité qui est attendue. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques sont... Vous dites c'est le rythme qui risque d'être décalé ou différé? Parce que si... Différé dans le temps, oui, bien évidemment. Ouais. Parce que si aujourd'hui, la Banque centrale augmente le taux directeur, si elle l'augmente aujourd'hui, vous passez dans une agence bancaire pour demander un crédit à la consommation. Alors, le chargé de clientèle va vous dire directement, sur le champ, il va vous dire, ah, les taux ont augmenté, parce qu'il y a eu ce matin l'augmentation du taux directeur. Mais si le taux directeur baisse, on va continuer à adopter les taux d'hier, parce que justement les banques commerciales ne vont pas répercuter rapidement, parce qu'ils vont profiter de la situation. Et la situation, on ne peut pas reprocher à la banque commerciale cette situation. Il faut reprocher ça à la politique monétaire, telle qu'elle est. Parce que l'instrument... Qu'est-ce que peut faire le gouverneur de la Banque centrale pour éviter ce schéma-là, d'une part? Et surtout, valeur aujourd'hui, à la veille de ce conseil monétaire qui devrait se dérouler dans les prochains jours, Youssef Hamidou, par rapport à l'état aujourd'hui du niveau... Younes Hamidou, pardon, de l'inflation qui est à un niveau bas, comme il était en 2019, est-ce que le bon sens... J'allais dire le bon sens monétaire, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est le maintien du taux directeur à 2,75 ou c'est une baisse du taux directeur? On le voit aujourd'hui, les banques centrales européennes, un certain nombre de banques centrales dans le monde sont dans un schéma aujourd'hui d'anticipation de ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois et très attentifs aux décisions qui seront prises du côté de Washington et de la Maison-Blanche et de Donald Trump qui devrait faire la... Alors quand on parle de ces économies, comme les économies comme les États-Unis ou l'économie de la Chine, l'économie européenne ou la Chine, vous avez des contextes où nous avons la concurrence bancaire. Ça veut dire quand vous adoptez, quand vous donnez de la liberté aux banques, une banque qui va voir que le taux directeur baisse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de profiter de cette situation pour attirer plus de clients parce qu'il y a de la concurrence. Mais quand vous n'avez pas la concurrence, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver une entente entre les banques. L'entente entre les banques parce que vous avez un marché oligopolistique et donc cette baisse du taux directeur va profiter seulement aux marges, en grande partie aux marges d'intérêt de ces banques. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, bien évidemment, c'est qu'on doit rendre ces taux directeurs ou ce taux directeur axé sur les taux débiteurs. Du moment que nous n'avons pas un marché concurrentiel, nous n'avons pas de la concurrence dans ce marché, puisque l'histoire des banques marocaines le montre. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire tout simplement, c'est que les banques, c'est ce que je propose,
je propose que les banques qui reflètent la baisse du taux directeur sur les taux débiteurs, ces banques peuvent profiter toujours des taux qui sont faibles. Mais si une banque, puisque l'objectif de la politique monétaire, c'est justement de refléter ces taux vers les taux débiteurs. Si une banque commerciale, on peut lui donner 2 mois ou 3 mois, si elle ne reflète pas, s'il n'y a pas de répercussion sur les taux débiteurs, pourquoi elle va continuer à profiter de ce taux directeur? Je n'ai pas compris, mais vous, est-ce que dans la conjoncture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est-ce que vous faites partie de ceux, en qualité d'économiste, qui préconisent une baisse du taux directeur? C'est-à-dire là, on a un taux directeur qui a été fixé, qui a été maintenu d'ailleurs en septembre dernier à 2,75, avec un niveau de croissance, donc bon, on le voit à peu près, on devrait finir l'année à 2,7 ou 2,8 points de croissance. Est-ce que vous appelez, j'ai envie de dire, le gouverneur de Banque Lamardé à maintenir le taux à 2,75 ou à le baisser et à prendre le risque de ce risque politique? D'après ce que je viens de vous dire, je ne préconise pas tout d'abord la baisse du taux directeur ou son maintien ou son augmentation. Mais moi, j'encourage à revoir la politique de taux, à revoir ce taux directeur, à revoir cette libéralisation. Il faut tout d'abord revoir la politique monétaire. Il faut revoir ce taux directeur. On ne doit pas laisser les banques profiter de ces taux librement. On doit revoir le cadre de politique monétaire. Ça veut dire l'instrument principal de la politique monétaire au Maroc, qui est les avances à 7 jours. Oui. Il faut le revoir. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de financer l'économie. On a pensé, depuis entre 2012, 2013, 2015, on a pensé à mettre en place un nouvel instrument de politique monétaire qui permet justement de financer l'économie directement. C'est l'instrument en soutien aux TPME, au financement des TPME. Si vous cherchez dans le site de Banque Marine, vous allez trouver cet instrument qui est détaillé, etc. Alors, c'est un très bon instrument, un très très bon instrument. Et moi, j'encourage la Banque centrale à renforcer cet instrument. Mais aujourd'hui, cet instrument ne peut pas avoir des effets positifs. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez cet instrument qui est l'instrument en soutien au financement des TPME, d'accord? Et vous avez à côté les avances à 7 jours. Les avances à 7 jours, c'est quoi? C'est de l'injection de la liquidité librement aux banques commerciales. On est sur un niveau de 70-80 milliards de dirhams par semaine que la Banque centrale met à la disposition des banques. Alors, mais est-ce que... ça juste pour chiffrer un petit peu l'injection de la Banque centrale toutes les semaines au niveau du réseau interbancaire en termes de financement. C'est Rachid, la question. Qui profite de cette injection de liquidité? Qui profite de cette injection de liquidité? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on demande à la banque commerciale, est-ce qu'on lui pose cette question? Qu'est-ce que vous avez fait de toutes ces liquidités qui ont été injectées? Mais par contre, dans l'autre instrument que je vous ai dit, l'instrument en soutien aux TPME, alors là, si vous ne financez pas la TPME, vous ne pouvez pas profiter de liquidités. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que l'instrument qui finance les banques, ou qui permet le refinancement des banques à travers les avances à 7 jours, donne tellement de liquidités et que ça dépasse largement les montants injectés dans le cadre du deuxième instrument en soutien aux TPME, que les banques ne vont pas s'intéresser à ce deuxième instrument. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, au contraire, il faut que les liquidités injectées dans le cadre de l'instrument en soutien aux TPME soient supérieures aux liquidités injectées dans le cadre des avances à 7 jours. Vous savez ce qui va se passer si vous faites ça? La banque sera obligée de financer la TPME pour profiter de la liquidité auprès de la Banque centrale. C'est ce qui doit se faire. Donc on doit revoir ça avant de penser est-ce qu'on va faire baisser le taux directeur ou est-ce qu'on va le maintenir? Parce que de toutes les façons, ça ne se transmet pas à l'économie réelle. Donc sur l'instrument monétaire au service de la croissance économique, de la compétitivité des entreprises, bien entendu. Voilà. Exactement. C'est ce que vous dites. Sur l'instrument aussi, qui est la politique budgétaire. On a bien vu, d'ailleurs, les bras de fer lorsqu'il y a eu en pleine poussée inflationniste entre le chef de gouvernement et Abdel Chouari sur les décisions qui étaient prises au niveau de la Banque centrale de relever le taux pour freiner la poussée inflationniste. Il y a la politique budgétaire aujourd'hui sur laquelle s'appuie essentiellement l'exécutif pour
dans le cadre de sa politique économique. Donc on peut avoir l'impression, en tout cas c'est l'impression de certains économistes comme vous, alors je ne sais pas quelle est votre école de pensée, et Ahmed Douche, de dire voilà, en fait il y a l'espèce de tête à queue entre la stratégie et de la politique monétaire qui est en opposition avec la politique budgétaire et donc la politique économique qui est menée par l'exécutif, qui est basée essentiellement sur l'investissement public, donc la dépense publique, et c'est pas forcément ce qui est c'est pas forcément aligné à la stratégie de la politique monétaire de la Banque centrale. En fait, si vous voulez qu'on discute un petit peu ce bras de fer ou ces va-et-vient, alors brièvement, en fait, moi je ne reproche pas ça au chef du gouvernement ou au Wali de Banque Maghreb. Mais comme je vous ai dit, ce sont les statuts de la Banque centrale. Là, vous dites, parce que dans les statuts de la Banque centrale, c'est quoi? C'est une loi. C'est une loi qui passe par le Parlement, qui est votée, qui est adoptée ensuite. D'accord? Dans cette loi, il n'y a que la politique monétaire doit s'occuper de l'inflation. Ouais. Donc maintenant, si vous venez et vous dites à Banque Maghreb, écoutez, mais il y a un problème de chômage, on est à 13,6 et on peut même dépasser après. Alors, vous devez participer, vous devez contribuer à la croissance, vous devez relancer l'économie, vous devez participer à l'emploi. Il va vous dire tout simplement que, mais c'est pas l'objectif de mon politique. Mon objectif principal, c'est la stabilité des prix. Donc il faut revoir, monsieur, il faut revoir ce statut, les statuts de la Banque centrale. Moi, je vais revenir à la politique budgétaire. Je vais revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a l'erreur peut-être politique est faite, je n'en sais rien si c'est une erreur ou pas, d'opposer, de mettre dos à dos la politique monétaire et la politique budgétaire, qui fait qu'en fait aujourd'hui, on se retrouve avec de l'investissement public massif, de la masse monétaire et de l'injection massive aussi, si avec peu d'impact sur la croissance économique. Si on revoit le mandat de la Banque centrale, et si vous mettez l'objectif de la stabilité des prix et l'objectif de l'emploi sur le même pied d'égalité, Banque Maghreb, quelle que soit la Banque centrale qui a justement ce qu'on appelle le mandat, ça c'est un mandat dual, ça veut dire que vous avez les deux objectifs qui ont la même importance. Alors, un jour ou l'autre, la Banque centrale va devoir frapper la porte du gouvernement et pour lui dire venez, on doit collaborer ensemble, on doit coordonner pour participer à la croissance. Parce que maintenant, ça devient un objectif. Valeur aujourd'hui, quand on sort de la poussée inflationniste, et je le rappelle, même s'il y a des menaces de reprise d'inflation, est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui ou pas, selon vous, de mettre pas dos à dos, en l'occurrence, mais de faire converger politique monétaire et politique budgétaire au service de la croissance, parce que si on veut retrouver et renouer avec les sentiers de la croissance économique, ça passera nécessairement par un alignement politique monétaire et politique budgétaire. Bien sûr, il doit y avoir une coordination. Moi, quand je vous dis que la politique du taux directeur ou la politique de l'injection de liquidité doit être au service de l'économie, alors qui va vous donner justement la vision sur les secteurs qui ont des problèmes, les secteurs qui ont besoin de financement? Bien sûr, c'est le gouvernement, en l'occurrence le ministère de l'économie et des finances. Donc on a besoin à ce que la Banque centrale coordonne avec le gouvernement pour pouvoir relancer l'économie. On ne peut pas avoir une politique monétaire qui est à côté, qui fait ce qu'elle veut, et là, vous avez la politique budgétaire qui est en train de chercher des solutions. Je vous rappelle une chose, je vous rappelle un petit point. Est-ce que la politique budgétaire aujourd'hui, qui n'est pas sous le contrôle, mais qui est sous la responsabilité du gouvernement, peut constituer une menace en matière de relance d'inflation? Parce que les économistes, à travers le monde, se disent, aujourd'hui, c'est la politique budgétaire, en tout cas, une politique budgétaire basée sur beaucoup de dépenses. On le voit dans le PLF 2025, d'ailleurs, on voit qu'il y a un accroissement de la dépense publique. On n'a pas ce problème au Maroc, vu la réforme qu'on a eue en 2005-2006 de limiter justement les avances du Trésor auprès de Banque Maghreb. Donc maintenant, on n'a pas ce problème. Donc la politique budgétaire n'est pas source d'inflation aujourd'hui. D'accord ? Vous pouvez également voir des études qui ont été faites et qui ont montré que l'inflation n'est pas budgétaire au Maroc, n'est pas expliquée par les dépenses publiques. L'inflation au Maroc, elle est plutôt, c'est une inflation par les coûts. C'est une inflation structurelle, c'est une inflation importée. Et il faut attaquer ces points. Il ne faut pas rester justement dans les politiques économiques qui sont importées de l'étranger. Vous savez ce qui s'est passé quand on avait la crise de la dette publique européenne? Vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, la politique budgétaire ne pouvait plus rien faire pour l'économie européenne.
qui a pris la relève? C'était la politique monétaire, en mettant en place justement une nouvelle politique. Exactement, la politique monétaire non conventionnelle. Et la politique monétaire non conventionnelle, c'était quoi? C'était justement une innovation. Et on a fait ça parce qu'on a compris que à ce moment-là, la politique monétaire classique ne servait plus à rien. C'est ce qu'on doit faire. Mais on ne doit surtout pas copier ou importer des politiques de l'étranger. On doit repenser à une politique, on doit réfléchir à une politique monétaire qui est adaptée surtout à notre système financier. Système financier et notre système économie. financier qui a un marché bancaire oligopolistique, une entente, etc. Justement là-dessus, si on regarde un peu nos voisins qu'on benchmark aussi, je sais que vous l'avez fait bien avant moi avec beaucoup plus de profondeur, on voit des pays, des économies avec qui nous sommes en concurrence. Je pense à l'Égypte, entre autres, je pense même à la Turquie sur les produits manufacturiers. Eux, c'est dans ces pays-là, en fait, ce qui a été décidé, c'est, entre autres, sans vouloir simplifier ce qui a été mis en place, c'est de dévaluer la monnaie pour rendre l'économie plus compétitive, considérant qu'on dévalue la monnaie, on baisse la pression fiscale sur l'appareil productif pour plus produire et plus exporter. Je ne dis pas que nous, on doit imiter ou singer, en tout cas, ce modèle-là, mais on voit bien que ces pays-là ont renforcé leur compétitivité, malgré le fait d'avoir eu des pics d'inflation, et de connaître toujours des pics d'inflation à 25-30%. En même temps, ils ont le même niveau de croissance économique quasiment que nous, voire une croissance beaucoup plus tonifiée. Est-ce que là-dessus, se dire, est-ce que nous, on peut aussi aller sur ce chemin-là, se dire, voilà, cette politique de dévaluation peut renforcer aussi notre résilience économique, voire peut doper notre croissance? Moi j'insiste beaucoup. À chaque fois, je prononce le mot contexte. Il faut toujours prendre en considération Contextualiser, ouais. le contexte, Oui. les spécificités de chaque pays. Alors, certains pays ont eu des problèmes quand ils sont passés au flottement. Maintenant, moi je dis que ce qu'il faut faire, c'est avant tout préparer. Il faut préparer notre tissu industriel et commercial à l'ouverture. Parce que maintenant, il ne faut pas oublier. Ça fait 15 ans qu'on en parle. Hein? Ça fait 15 ans que psychologiquement, justement, on prépare les chefs d'entreprise et les donneurs la d'ordre. préparation ne doit pas être psychologique. Oui. La préparation doit être concrète. Et justement, ça passe par quoi? Parce qu'on a ce qu'on a dit. On doit renforcer nos entreprises. Le tissu économique marocain est constitué de plus de 95, parfois on parle même de 98% sous forme de TPME. Alors, est-ce que la TPME aujourd'hui au Maroc, est-ce qu'elle est prête à subir justement l'augmentation des prix suite à la dévaluation du dirham après le flottement? Est-ce que maintenant, parce que vous savez très bien que la plupart des entreprises commerciales ou même industrielles au Maroc utilisent les matières ou les marchandises qui sont importées de l'étranger. Alors, vous savez, flottement, oui. Directement, vous aurez une inflation. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Moi, je crois qu'il faut tout d'abord, renforcer notre tissu industriel et il faut tout d'abord travailler sur notre balance commerciale. Il faut que les produits des entreprises marocaines soient exportables. On n'a pas de produits exportables. On commence, oui, c'est vrai, on commence, mais on est encore loin de ça. Si on avait, laissez-moi juste dire un point, si on avait peut-être une balance commerciale excédentaire, alors oui, peut-être, quand on va passer justement au flottement du dirham, nos exportateurs vont profiter de ça. Mais maintenant, avec une balance commerciale déficitaire, ce qui va se passer, c'est que l'impact sur les importations, ça va être un impact négatif, serait beaucoup plus grave que ce qu'on va gagner en termes de compétitivité. C'est ça le problème. Oui, Abdel Jouari, je crois que c'était en novembre dernier, c'était lors de l'Assemblée générale, la double Assemblée générale, d'ailleurs, Fonds monétaire international et Banque mondiale avaient annoncé déjà une vision de transition monétaire de la Banque centrale qui, de 2024 à 2028, vers et on a des réserves par rapport à ça. Des réserves par rapport à ça. Dynamique beaucoup plus soutenue en matière de flottement du dirham et en fait qu'un dirham soit fixé beaucoup plus et essentiellement sur l'offre et la demande et non pas sur le ratio de panier de devises entre autres. Là-dessus, ça déjà d'une part. Et deuxièmement, de se dire voilà, ce que vous dites là, c'est que certains considèrent que si nous restons dans le même schéma dans lequel nous sommes aujourd'hui, oui, dans le même contexte, dans la même conjoncture, on ne pourra pas franchir un nouveau palier de croissance économique. Exactement. Donc il va falloir ou agir sur le levier monétaire assez rapidement aussi, avoir un dirham qui reflète la vraie valeur et la vraie effectivité de l'économie réelle,
le faire en transition, Mais le faire pourquoi? via un rythme. Mais pourquoi, Oui. c'est Rachid, pourquoi Hum. avoir un dirham qui reflète l'économie marocaine, la vraie L'économie valeur. réelle, ouais. Mais dans quel objectif? Ok, on va passer au flottement du dirham, mais quel est l'objectif? Être plus compétitif. Être plus compétitif, produire c'est un plus, slogan. Augmenter la productivité. C'est un Le slogan. CDE nous a Est-ce dit- que n'importe quel pays Oui. au monde qui passe au flottement, est-ce que ces entreprises vont devenir compétitives? Non. Il faut prendre en considération le contexte, je vous l'ai dit. Moi, je vous dis une chose. La Banque centrale, quand elle prend une décision, elle est assistée par qui, monsieur? Elle est assistée par Vous par avez le pas Fonds le- monétaire international. Oui. D'accord. Mais moi, j'ai une petite question. Peut-être que j'ai tort. Ça vous gêne que Est-ce que le Fonds monétaire international, quand il assiste les experts du Fonds monétaire international, quand ils assistent les décideurs marocains pour passer ou pour réformer un secteur donné, est-ce que ces experts sont beaucoup plus nationalistes que les chercheurs qui maîtrisent ces domaines au Maroc? Pourquoi on ne fait pas appel à ces chercheurs qui sont marocains et qui veulent du bien à ce pays? Pourquoi on ne les met pas? Alors, si on ne veut pas les inviter tout seuls, on peut les mettre en relation avec les experts du Fonds monétaire international. La même chose pour la Banque mondiale au niveau du ministère des Finances, etc. Donc, moi ce sont des questions. Moi, je pense toujours à ça. Moi, je dis, à part ça, si ces chercheurs ont tort, montrez-nous qu'ils ont tort. C'est pas forcément qu'ils aient tort, c'est qu'il y a une réalité aujourd'hui. Mais D'ailleurs, vous savez que le Maroc, notre pays, il est dans le top 20 des pays les plus endettés auprès du FMI. Je crois qu'on est 16e ou 17e de mémoire. Déjà, d'une part, nous sollicitons régulièrement le FMI, justement, lorsque d'ailleurs, et c'est le cas valeur aujourd'hui, lorsque nous préparons une fois de plus, après je crois la dernière sortie c'était en mars 2023, de mémoire, une sortie sur les marchés internationaux de la dette, où on s'apprêterait à lever 2,5 milliards de dollars, donc on est autour de 25 milliards de dirhams, et donc du coup on a besoin aussi du soutien entre guillemets du Fonds monétaire international pour lever de la dette à des prix préférentiels et des taux compétitifs. Lever de la dette sur le marché financier international. Sur le marché financier international, ce qu'on a fait en mars 2023, parce qu'en fait on emprunte on a cette lettre de tirage auprès du FMI, et là on s'apprête, c'est ce on l'a actionné à plusieurs reprises, et là on s'apprête à sortir sur les marchés internationaux, certainement début 2025, pour lever 2,5 milliards de dollars, un peu plus de 25 milliards de dirhams. Est-ce qu'on a besoin aussi de la caution, quelque part, du Fonds monétaire international? Donc là, il faut parler de deux points essentiels. Premièrement, c'est que on ne doit pas dire que nous avons une dette importante envers justement le Fonds monétaire international ou les autres institutions financières internationales, comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, etc. Mais la question qu'on doit se poser... C'est important de le dire. Qu'on sache qu'aujourd'hui, je crois que ce qu'on doit au FMI, c'est autour de 15 milliards de dirhams. La question qu'on doit se poser, est-ce que ces financements qui sont contractés auprès de ces institutions financières internationales, est-ce qu'ils sont productifs? C'est ça. Est-ce que ça produit de la valeur? On est un pays en voie de développement depuis les années 70. Moi, je ne sais pas pourquoi cette voie vers le développement ne veut pas se terminer. La Banque mondiale nous assiste depuis ces années, les années 70, et on est toujours en voie de développement. Donc, en quelque part, ces institutions financières internationales ont de la responsabilité en ce qui concerne notre niveau de développement. Mais c'est nous qui les sollicitons, attention. On est bien d'accord. On les sollicite, parce bien sûr. Faire porter la responsabilité à une organisation financière internationale. Mais moi, quand je dis, je vais parler de la responsabilité de la Banque mondiale ou la responsabilité du Fonds monétaire international. En fait, je parle de qui? Je parle de nous. Bien sûr, c'est nous qui sollicitons ces institutions. Est-ce que, justement, on doit se poser cette question? Est-ce qu'on a toujours besoin de solliciter? Et surtout avec les montants exorbitants. Est-ce qu'on a toujours besoin de les solliciter? On a besoin de financement, on est bien d'accord. Oui, de financement massif. C'est ça. Pourquoi je vous dis que le problème est structurel? Parce que qu'est-ce qu'on a? Si on veut le problème de la dette publique. La dette publique en lui-même, ce n'est pas un problème. Les États-Unis s'endettent, la France s'endette, l'Espagne s'endette, les pays développés s'endettent. Ce n'est pas le problème de l'endettement, mais c'est le problème de la structure de cet endettement public. Passer via les marchés financiers pour émettre des obligations d'État, c'est une chose. Et solliciter la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international est une autre chose.
Mais nous, on fait les deux. Mais parce qu'il faut savoir que quand vous sollicitez ces institutions, alors ces institutions vont mettre justement vont mettre des conditions. Oui. Et vous devez les suivre. D'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord. Pour profiter de ce financement, de ces financements, vous devez justement respecter ces conditions. Alors comment on va faire? Pour qu'on puisse passer justement au marché financier pour financer notre endettement public, il faut déjà que les investisseurs à l'international nous fassent confiance. Le problème, c'est que notre économie, l'économie marocaine, n'est pas compétitive. Et donc, l'économie marocaine, si vous êtes un investisseur chinois, vous avez de l'argent, vous voulez acheter de la dette américaine ou de la dette marocaine, bien sûr, vous allez choisir la dette américaine. Parce que vous n'allez pas trop faire confiance à la dette marocaine. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas bien notés. Si on se compare, allez jeter un coup d'œil sur la notation du Maroc par les 3 grandes agences de notation, et vous les comparez, BB+, mais vous les comparez avec la notation de la dette américaine, par exemple. On n'a pas le même niveau de développement économique. C'est pour cette raison que les sorties à l'international sont rares. Alors que c'est ça ce qui doit être fait. Donc on doit revoir tout ça, on doit travailler sur notre économie. Le fait de s'ouvrir, etc., ça vient après. Maintenant, on doit se focaliser sur la croissance économique, sur le développement humain. D'accord? Du capital et du capital humain. Il faut revoir nos marchés. Il faut arrêter avec les ententes sur les marchés. Il faut arrêter avec le fait de laisser les marchés oligopolistiques faire ce qu'ils veulent. D'accord? Donc il faut revoir tout ça pour qu'on puisse rayonner à l'international, mais avec une économie qui est forte. Mais adopter une politique de change, s'ouvrir à l'international, signer des accords de libre-échange alors qu'on n'a pas de produits exportables, tout ça, ça doit être après. On doit tout d'abord se focaliser sur notre économie, sur nos entreprises, sur le salarié marocain, sur le citoyen, d'accord? Justement, là-dessus, il y a cette annonce qui a été faite de revenir, depuis mars 2023, on n'est pas revenu sur les marchés internationaux de la dette, donc pour lever un emprunt autour de 25 milliards de dirhams. Donc on verra comment les choses vont se mettre en place sous forme de roadshow certainement en 2025. Mais il y a aussi un projet de loi qui est en cours d'adoption. Alors là, c'est un vrai sujet. Alors, vous qui êtes un spécialiste de la politique monétaire, sur la monnaie digitale. En l'occurrence, c'est la crypto-monnaie. Donc le projet de loi serait en cours d'adoption. Est-ce que ça peut donner un coup de fouet à la croissance économique et diversifier quelque part les instruments monétaires aujourd'hui au service de l'économie? Vous savez, quand on pense à cette question du lancement d'une monnaie digitale de banque centrale, il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons principales. Premièrement, c'est le problème du cash. D'accord? Qui est un croissant chez nous. Le problème du cash. Oui. Alors, quand nous allons adopter justement la monnaie digitale de banque centrale, peut-être qu'on va pallier ce problème. Mais est-ce qu'on va réussir à le faire? Je vais revenir à ce point. Deuxième point, c'est la pression sur l'intégration des Marocains dans les marchés des crypto-actifs. Vous savez, depuis 2017, on a limité, on a interdit justement l'intégration des Marocains dans ces marchés, mais les Marocains sont bien classés. Donc, même si on les a limités, ils sont dedans, d'accord? Donc on ne peut pas rester comme ça. Il faut leur donner justement la possibilité. On ne peut pas continuer à les limiter, à les interdire. Donc il faut les donner. Mais le problème c'est quoi? C'est quand vous allez adopter ces crypto-monnaies, et si ça devient une monnaie, ça va échapper au contrôle des autorités monétaires. Donc il faut donner aux utilisateurs marocains une alternative. À côté, c'est quoi? C'est la monnaie digitale de banque centrale. Mais c'est quoi la monnaie digitale de banque centrale? Tout simplement. Oui. Vous avez dans votre poche un billet de 100 dirhams ou de 50 dirhams. Au lieu de le toucher, vous l'aurez dans votre téléphone. C'est ça la monnaie de banque centrale. C'est une monnaie qui est adossée. Transformation de la monnaie liquide en fait sur le digitalisé. Elle devient digitale. D'accord. Vous savez, si vous vous rappelez de la réforme du marché boursier, les actions avant la réforme des années 90, qu'est-ce qu'on avait? On avait des actions qu'on peut toucher. Les actions en bourse.
Après, on a fait justement la dématérialisation. Informatisé. Vers le début des années 2000, on a commencé à avoir justement des actions maintenant. Si maintenant vous détenez des actions, vous ne les touchez pas. C'est la même chose. C'est ça la monnaie digitale de banque centrale. Ça veut dire que l'enjeu, en fait, ça va être que la banque centrale crée elle-même une monnaie digitale. À côté. Parallèlement à tout ce marché. Parce que je rappelle qu'il existe plusieurs crypto-monnaies et plusieurs monnaies digitales. On dit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, effectivement, vous avez fait référence à ces classements marocains. Il y a des classements internationaux extrêmement sérieux qui placent le Maroc 27e. Dans le rang mondial, on est dans le top 30 des pays les plus utilisateurs de crypto-monnaies et pas que de Bitcoin et autres. Mais on parle du marché de l'offre de crypto-monnaies. On préfère les appeler crypto-actifs. 27e pays dans le monde, plus de entre 1,5 et 2 millions d'utilisateurs quotidien, je rappelle, donc avec aussi, et ça génère aussi un certain nombre de richesses qui échappent d'ailleurs, pas qu'à la Banque centrale, mais également, je crois que ça intéresse aussi de près la DGI, la Direction générale des impôts, qui est en train de se pencher sur le sujet. Les fiscales. Mais je veux dire par là, moi, est-ce que tout ça peut se mettre en place comment? Se dire, je vais créer ma propre monnaie, quand j'ai mon propre dirham, ça va être mon dirham qui va être digitalisé, et à côté de ça, j'ai plein d'autres monnaies, il y a les services en ligne, quand on a une connexion Internet, on est branché avec le monde entier. Vous savez, à date d'aujourd'hui, on n'a pas... de toutes les façons, moi, je n'ai pas trouvé d'informations claires sur cette nouvelle loi. Que des annonces. On n'a pas encore d'informations sur le fond de cette loi. Alors, moi, je crois que si on va autoriser ces crypto-actifs, ça va être avec des conditions. Et je crois qu'on va favoriser plus les Marocains qui vont utiliser la monnaie digitale de Banque de Maghreb, la monnaie digitale de Banque centrale. C'est-à-dire le dirham digitalisé. Ça veut digitalisé. dire oui, exactement. Vous êtes Marocain, vous voulez utiliser la monnaie digitale ou virtuelle, ok. Donc vous avez la monnaie digitale de la Banque centrale. À côté, vous avez les crypto-actifs. Je crois que c'est ce qu'on va faire, mais il y a des conditions. Et peut-être on ne va pas autoriser tous les crypto-actifs. Et pour les crypto-actifs qui vont être peut-être autorisés, ça va être autorisé avec des seuils, avec des taux, etc. Et on doit trouver une solution de traçabilité. Parce que le problème des blockchains, c'est quoi? C'est le problème de la traçabilité. Mais je rappelle, Younes Douche aujourd'hui, vous l'avez très justement rappelé, depuis 2017, il y a eu l'arrêt, l'interdiction de l'utilisation et de l'usage de crypto-monnaies. On sait très bien que cette loi, même l'absence de loi ou de terrain juridique, de périmètre juridique, n'empêche toujours pas pratiquement entre 1,5 et 2 millions de personnes d'user de crypto-monnaies. Vous dites, moi je pense que ce qui va être mis en place, c'est un dirham digitalisé, donc une monnaie digitale de la banque centrale, qui devra être en tout cas beaucoup plus compétitif que les autres crypto-monnaies. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il va y avoir... Qu'est-ce qui peut... Est-ce que la Banque centrale demain peut à la fois produire un dirham digitalisé et à la fois restreindre le périmètre d'utilisation juridique de toutes ces crypto-monnaies qu'il peut y avoir à travers le monde? Vous savez, qu'est-ce qui a encouragé les gens à adopter les crypto-actifs et à s'intéresser aux crypto-actifs? C'est quoi? C'est l'absence des commissions. Surtout l'absence des commissions des intermédiaires. Mais il n'y a plus d'intermédiation. Justement. L'intermédiation vaut un éclat. Si on veut que l'adoption de la monnaie digitale de Banque centrale réussisse, il faut justement permettre à ces Marocains qui vont utiliser cette monnaie digitale, il faut les permettre à avoir moins de coûts, moins de commissions. D'accord? Le problème du cash. Si on veut revenir au problème du cash, déjà on se pose la question. On sort, on dit, le cash représente une part importante de l'économie. 30% du PIB, à peu près 28%. Il faut tout d'abord, il faut nous montrer tout d'abord en quoi ça pose problème. Économiquement, montrez-nous. On a besoin. Non, mais c'est de l'argent qui échappe, au financement et qui permettrait, si on est sur une manne, je crois, un volume de 420. Mais le problème est beaucoup plus grave. Oui. Le problème, c'est l'informel. L'informel échappe à tout. Échappe au fisc, échappe à la sécurité sociale, échappe à l'épargne. D'accord? Donc, il faut tout d'abord nous expliquer, à part l'informel, en quoi ça pose problème. Ça, d'une part. D'une autre part, pourquoi on adopte le cash? Pourquoi, quand je suis salarié, dès que je reçois mon salaire, je pars à la banque, je le retire
Complètement. Je préfère le garder dans mon portefeuille au Ça, lieu de le garder. Ça, c'est avec la confiance. C'est un problème. Non, un problème par rapport à quoi? Un problème par rapport aux frais, commission. Un problème surtout par rapport... Il y a beaucoup de problèmes techniques. Moi, j'ai pas envie à ce que quand je veux retirer mon argent, je trouve une panne dans un guichet. Pas informatique, pas de guichet. Exactement. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a les commissions bancaires. Les commissions bancaires au Maroc, c'est très élevé. C'est très élevé. Donc, quand on va adopter cette monnaie digitale, il faut justement penser à ça pour que ça réussisse. Sinon, on va le faire pour la forme. Il y a une monnaie digitale qui n'est pas adoptée. Là, ce qui a été exprimé par Petit Jouali, gouverneur de la Banque centrale, c'est pour favoriser cette monnaie digitale, c'est pour favoriser l'inclusion financière. Donc indirectement, me semble-t-il, le propos du gouverneur de la Banque centrale, c'était de chasser, en tout cas de faire en sorte que... En relation avec l'informel, directement. Voilà, faire transiter cet argent informel, cette activité informelle, exactement, de la digitaliser, de rentrer dans les rangs, en tout cas là-dessus. Est-ce que ça, vous pensez-vous, au moment où on n'a toujours pas le détail de ce projet de loi, Younes et Ahmadouche, que cette monnaie digitale pourra effectivement mettre fin progressivement à ce cash en circulation et qui provient la source de l'activité informelle? Est-ce que vous croyez que le vendeur ambulant, qui n'a pas de revenu stable, qui n'a rien, quand vous allez lui dire adopter la monnaie digitale, est-ce qu'il va accepter? Il risque d'être réticent au début, mais peut-être... Le gardien de voiture, est-ce que ceux qui sont dans l'informel, qui ont un problème en ce qui concerne l'information qui est disponible aux autorités, est-ce qu'ils vont accepter? Le problème, c'est qu'il faut, moi je le dis toujours, il faut mettre en place, à côté justement des solutions pour intégrer le secteur informel et pour lui montrer qu'il va gagner quelque chose. Parce que quand vous dites adopter la monnaie digitale, on dit, bon, moi je ne veux pas adopter la monnaie digitale. Moi ça ne me pose pas de problème d'avoir 10 dirhams comme pièce de monnaie ou de 50 dirhams dans ma poche. Donc moi je ne vais pas l'adopter. Qu'est-ce que vous m'en donnez? Qu'est-ce que vous m'en donnez pour que j'adopte? Donc il faut penser également à ça. Donc il faut encourager. Vous lui dites... Alors, à moins si on va sanctionner celui qui continue à adopter le cash. D'accord? Donc, moi, je crois qu'il faut plutôt penser à quelque chose qu'on peut donner en contrepartie. Pour que ce soit dissuasif. Voilà. Justement, Younes, on a commencé le débat avec la politique monétaire. Pourquoi elle ne crée pas la croissance? Est-ce que la crypto-monnaie et toute l'offre de crypto-monnaie, peut-être demain l'adoption d'une monnaie, d'un dirham digital, est-ce que ça peut avoir un effet sur le modèle de croissance économique et sur la création de richesses? Bien évidemment. Mais si ça réussit, parce que si ça ne réussit pas, moi je vous dis, si les Marocains commencent à adopter la monnaie digitale, donc peut-être on aura moins de cash. Si on aura moins de cash, donc il y aura de l'épargne financière. Et si on aura de l'épargne financière, bien sûr, on peut justement utiliser cette épargne pour financer les investissements. Et donc, ça aura un impact sur la croissance. Mais la condition, c'est quoi? Je vous l'ai dit, il faut que l'adoption de la monnaie digitale réussisse. Et qu'on ait une monnaie digitale, dirham digitalisé, qui soit compétitif. Exactement. Pour permettre à toi... Compétitif surtout par rapport aux crypto-actifs qui vont être autorisés. D'accord. Et quand on voit d'ailleurs la flambée du Bitcoin là, depuis quelques temps, qui est d'ailleurs avec un effet, avec un coup de fouet suite à problème l'élection de maintenant. Trump. Mais bon, on voit bien en fait on va basculer dans un horizon monétaire où il y a beaucoup d'inconnus et beaucoup d'incertitudes. Bien sûr. Et qu'il faudra négocier. Merci infiniment à vous. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. Donc, Younes Ahmadouche, un plaisir partagé et vous dire à très bientôt. Et de toute façon, je pense que cet horizon monétaire le ciel va s'éclaircir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc, on sera certainement amené à se recroiser et à réouvrir un débat sur les enjeux de transition monétaire, de transition économique, de transition énergétique et de transition industrielle, avec une convergence entre politique monétaire et politique budgétaire. Coordination. Et coordination et convergence. Merci infiniment à vous. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt.